En ce qui concerne l'Europe, l'énergie fossile représente par la force des choses 100% de ces émissions de CO2 fossiles. C'est difficile de faire autrement. Ça représente également quelques centaines de milliards d'euros d'importations par an. Donc c'est quelque chose qui est très significatif dans nos échanges commerciaux. Si je prends à l'échelle mondiale, les centrales électriques à charbon et à gaz représentent pas loin d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pour vous donner un élément de comparaison, les voitures dans le monde, c'est 5%. Les véhicules de transport de marchandises dans le monde, c'est 5%. L'industrie, hors industrie de l'énergie, c'est de l'ordre de 15%. Donc vous avez, enfin avec le ciment un peu plus, mais donc vous avez quelque chose qui est très significatif dans le monde, qui est la manière dont on produit l'électricité. Ce n'est pas la seule chose dont on va parler aujourd'hui, mais enfin c'est un élément significatif. Alors pour nous en parler, cet après-midi, on a 5 orateurs de renom. Une journaliste présente dans la salle me disait que depuis le débat de 2003, elle n'avait jamais vu un tel plateau. Donc on est très content de ce commentaire. Je rappelle aux intervenants que c'est un plateau de télévision avec du public. Donc ça sera filmé et mis en ligne. Et donc tout ce qu'ils diront pourra être retenu contre eux. Nos 5 intervenants, dans l'ordre d'intervention, seront Patrick Pouyanné, qui est président de Total. Je suppose qu'il est inutile de présenter Total. Jean-Bernard Lévy, qui est président d'EDF. Je suppose qu'il est inutile de présenter EDF. Michael Lewis, qui est le futur patron de la partie renouvelable de E.ON. E.ON est un groupe allemand très présent dans la production électrique. Ensuite, nous aurons le président d'Areva. Je suppose qu'il est aussi inutile de présenter Areva. Et enfin, nous finirons avec une représentante de la Commission, Anne Houtman, qui est conseillère du directeur général de l'énergie à la Commission européenne. Et sans plus attendre, on va donc passer aux questions qui ont été prévues pour Monsieur Pouyanné et que je vais lire assis. Donc Patrick Pouyanné, vous avez très récemment pris position publiquement pour une hausse du prix du CO2. Alors le français ordinaire, entendant le patron d'un groupe pétrolier, et qui, sauf erreur de ma part, doit être la première entreprise française, prendre publiquement position pour une hausse du prix du CO2, ça peut paraître extrêmement étonnant. Et pourtant, j'ai cru comprendre qu'il y avait une très bonne raison à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez en tête? Oui, si on prend position, c'est qu'il y a des bonnes raisons. En fait, je n'ai pas pris position seul. J'ai pris position avec 5 autres compagnies pétrolières majeures, Shell, BP, Eni, Repsol et British Gas. Ce qui est un acte collectif significatif. C'est un acte assez original, effectivement, puisqu'en gros, vous avez 6 entreprises qui expliquent qu'elles veulent que leurs produits coûtent plus cher. Ce n'est pas tout à fait la position normale d'une entreprise et qui le réclame en plus à des États. Ce qui est une deuxième originalité, parce qu'en général, on a plutôt tendance à s'en méfier. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cela? D'abord parce que quand on regarde le sujet du changement climatique, nous, bien évidemment, pétroliers, nous sommes une partie du problème, puisque les produits que nous mettons sur le marché génèrent 40% à peu près des émissions de CO2 sur la planète. Les produits ou nos activités. Les produits 75%, les activités 25%. Mais en plus, on a quand même la conviction qu'on peut apporter des solutions. Et une des solutions qu'on peut apporter, ou 2 solutions qu'on peut apporter, c'est de développer le gaz, je vais revenir pourquoi dessus, et de développer aussi des technologies de capture, séquestration de carbone. Tout ça ne se passera pas, le développement de... Alors pourquoi le gaz? Le gaz, parce que c'est l'énergie fossile la plus propre. Alors vous allez me dire, toutes les énergies fossiles sont bonnes à rien. Je sais que je suis le super bad guy dans l'affaire. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 80% d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial. Et que quand je regarde les perspectives de l'AIE, du scénario 2 degrés, enfin 450 ppm, il y en a 60%. On peut vouloir croire qu'on va tout d'un coup avoir 0 carbone dans les mix énergétiques, mais ce n'est pas pour demain. Je le dis d'autant plus facilement que Total est la seule entreprise pétrolière qui est réellement engagée dans l'énergie solaire. Donc je peux le dire puisque j'investis à peu près 500 millions de dollars par an dans les renouvelables pour aider à leur développement et dans une trajectoire à moyen et long terme. Mais on a besoin d'énergie fossile. Et il y a un truc simple, c'est qu'une centrale électrique, alors j'ai des experts à côté de moi, mais
une centrale électrique au gaz émet 2 fois moins de CO2 qu'une centrale électrique au charbon, même les supercritiques. Alors si vous faites le cycle de vie de l'affaire, vous ne tombez pas 2 fois moins, vous tombez sur 30 à 40%. Donc il faut promouvoir le gaz. Et le gaz ne se promeut pas tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de charbon sur la planète. Plein de charbon. Il y a des charbons aux États-Unis, charbon en Chine, charbon en Inde. Et si on laisse se faire, si on n'intervient pas, eh bien, le mix énergétique il sera majoritairement charbonnier côté fossile. Donc le prix du carbone est le moyen de réinternaliser dans les prix des diverses énergies le coût de la pollution, enfin le coût du climat. Et pourquoi on appelle à ça? Parce qu'on a envie quelque part, bon, que le gaz se développe, mais de faire des choix d'investissement qui ont une visibilité. Un industriel, l'énergie c'est une industrie de temps long, on investit sur des projets pour 20, 25 ans. Il est inévitable qu'il se passera quelque chose dans les 20 à 25 ans, donc autant savoir le plus vite possible quels sont les signaux pris plutôt que d'attendre pour qu'un jour il nous tombe dessus qu'on ait fait des erreurs d'investissement. Donc c'est ça le fondamental. J'ai parlé de CCS parce que le CCS, les gens disent ça coûte cher, il faudra 70, 80 $ la tonne. Je pense que c'est une vision statique d'une technologie. Je pense que c'est faux. Je pense que le jour où le prix du carbone s'instaure, atteint 30 à 40 $ la tonne, sans pas besoin d'aller à 100, ça fait peur à tout le monde, du coup on ne fait rien. Eh bien à ce moment-là, vous verrez les efforts d'innovation et les efforts technologiques. Et on ramènera ce CCS qui aujourd'hui est à 80 parce que franchement, on n'y travaille plus beaucoup dessus puisqu'il n'y a pas de signaux économiques et d'incitation. Les acteurs sont... La technologie est un vrai driver de progrès et notamment, il y a un sens économique et innovation. Donc, je crois qu'il faut introduire. Donc, on n'a pas dit, d'ailleurs, on n'a pas dit qu'on voulait innover, on a déjà mettez des systèmes de prix du carbone un peu plus partout sur la planète. Pas nécessairement un prix, ça on ne l'aura pas, c'est plusieurs systèmes, plusieurs mécaniques. On s'en moque que ce soit des taxes ou des marchés, ça c'est théologique, on verra plus tard. Notamment une entreprise comme la mienne préfère des phénomènes de marché parce que j'aime pas que l'argent passe par l'État pour le redistribuer, surtout qu'en général, il ne le redistribue pas, il le met dans le grand trou des déficits. Donc, autant que les marchés, au moins, c'est des échanges entre entreprises. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de convaincre le maximum de régions et de pays du monde de mettre en place un mécanisme de prix du carbone. Et si on a, ça ne se réglera pas tout, mais tant qu'on ne fera pas cela quelque chose, c'est une des pièces du puzzle si on est sérieux sur le climat et si on veut avancer. Voilà pourquoi on a pris cette position peut-être originale, mais ça correspond à non seulement à un intérêt économique total, mais aussi à un intérêt collectif dans les choix énergétiques de demain. Si je résume un tout petit peu ce que vous venez de dire, ça revient à dire, pour l'extérieur qui voit les énergies fossiles comme un tout, vous êtes en train de dire, bah, ce n'est pas un tout, nous, ce n'est pas le charbon, et le charbon, ce n'est pas nous. Oui, d'ailleurs, je suis sorti du charbon. J'ai pris une décision très cohérente, parce que je ne peux pas à la fois me faire l'avocat du gaz contre le charbon et continuer à gagner de l'argent avec le charbon. J'avais des mines de charbon, bon, pas beaucoup. On avait une activité de trading de charbon, peu connue, mais qui rapportait pas mal d'argent. Ben, les équipes de trading de charbon vont faire du trading de bois et de soufre à la place. Oui, on se trouve qu'on a pas mal d'activités de soufre. Il faut évacuer du soufre dans des usines pétrochimiques et des raffineries. Une question un peu plus large, mais toujours sur la même idée. Il y a une loi assez simple qui relie l'élévation de température planétaire qu'on aura en 2100 avec les émissions cumulées de l'humanité jusqu'en 2100. Et cette loi assez simple nous dit que pour respecter le plafond des 2 degrés, il faut que les émissions de CO2 à venir ne dépassent pas la moitié des émissions de CO2 passées. Qu'est-ce que ce genre de choses laisse comme place à un groupe comme Total, sachant que les émissions de CO2 à venir, représentant la moitié du passé, ça correspond simplement à la combustion des réserves prouvées de pétrole, plus de gaz, plus de charbon. Donc dit autrement, ça ne laisse pas de la place pour tout le monde. Comment est-ce qu'un groupe comme Total trouve sa voie dans ce genre de paysage global ? Il y a plusieurs réponses à ça. C'est une question, si j'interviens dans le débat, c'est aussi parce que quand vous devenez patron d'un groupe comme Total, pétrole et gaz, et que vous regardez la situation du changement climatique, vous ne pouvez pas évacuer le problème. Alors, un de mes collègues m'a dit, mais pourquoi tu t'embêtes, tu seras patron pendant 10 ans, il n'y a rien qui va changer. Je dis oui, mais on est dans des énergies de temps long, et on est bien obligé, toutes les décisions que je ne prendrai pas aujourd'hui, mes successeurs un jour en auront les conséquences. Donc il faut commencer à réfléchir au sujet. Alors on a plusieurs réponses. Bon, d'abord, il y a une réponse simple, qui consiste à se dire, d'abord, on peut être un peu plus malin que les autres, donc nous, on peut développer nos ressources. Et puis, il y a des ressources qui sont moins meilleurs marché,
que d'autres. Donc tout ne va pas se développer. Vous savez, si nous avions pris un jour publiquement position contre l'exploitation de pétrole en Arctique, ce n'est pas pour l'écologie. C'est parce que quand on faisait la courbe de mérite comparée des diverses ressources pétrolières disponibles sur ce globe, eh ben, l'Arctique, je peux vous dire qu'il était très haut dans le dernier quartile, donc il fallait y croire. Et qu'avant d'aller allouer du capital, puisque notre job à la fin c'est d'allouer efficacement du capital à des ressources, quand je regarde les mérites comparés de la courbe, ben, j'ai plein de ressources pétrolières plus intéressantes qui vont me permettre d'accomplir ma mission, qui est de livrer de l'énergie moins chère, pas chère, disponible aux gens qui en ont besoin. Donc, c'est d'ailleurs la réponse que je ferai au débat sur le stranded assets. Oui, il y a des ressources qui ne seront pas développées, mais elles ne le seront pas parce qu'économiquement, elles ont moins d'intérêt que les autres. Et que malgré tout, comme nos prédécesseurs, ben, on essaye d'être à peu près malin en allouant notre capital là où c'est le plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on sort du charbon. C'est pour ça que les oil sands, j'ai pris des décisions de ralentir, non seulement d'arrêter un projet, mais de sortir d'un deuxième. Parce que quand je regarde le sujet, ben, j'ai du mal à justifier complètement ces investissements. Alors, parce qu'aussi la technologie a bougé. Si les oil sands sont moins intéressants en 2015 qu'ils l'étaient en 2005, c'est parce qu'entre-temps, on a découvert le shale oil américain, qui est beaucoup plus pratique, beaucoup moins cher à produire. Et donc, bon, on va plutôt aller s'investir là que d'aller investir dans quelque chose de plus coûteux. Les technologies bougent. Bon, la deuxième voie à faire, c'est les renouvelables. D'où notre trend, qui est un trend qui est lent, mais enfin, à la taille d'un groupe comme Total, qui a 130 milliards d'actifs, qui investit 20 milliards par an, décider d'investir 500 millions dans les renouvelables, ça peut paraître peu à notre taille, c'est beaucoup dans l'énergie, quand on regarde le contexte des renouvelables aujourd'hui. Donc, vouloir être un acteur important, industriel du segment du solaire, c'est une perspective que je peux assumer, même si les résultats sont objectivement pas extraordinaires. Et d'ailleurs, je l'ai fait vis-à-vis des investisseurs cette année, où on leur a dit, ben voilà, perspective à long terme, il y aura un investissement de à peu près 500 millions de dollars par an, on verra s'il croîtra plus tard, dans le sens, parce qu'il faut préparer le futur. C'est une diversification, pas parce que je suis un bon pétrolier et gazier que je suis un bon industriel solaire, même s'il y a je peux revenir là-dessus, à des points communs, mais voilà. Bon, le dernier point, c'est quand même que chez Total, on est un des grands continents qu'on a, c'est l'Afrique, une des grandes terres d'implantation du groupe, dans plusieurs systèmes. On est le grand major, le seul d'ailleurs aujourd'hui, qui continuons à distribuer du carburant en Afrique. Les autres sont partis face au risque que ça représentait. Et que quand on réfléchit à l'énergie, à l'humanité à horizon 2050 ou plus loin, on voit que l'Afrique sera très peuplée, aura une croissance forte et que le défi énergétique est important. Et donc on peut se positionner, d'ailleurs c'est bien un axe stratégique. Et tout ça sera traduit dans la stratégie que j'ai présentée aux actionnaires. J'ai parlé de gaz, de renouvelables et d'Afrique. Donc voilà comment on peut trouver un chemin en tant qu'acteur énergétique important pour tracer le futur de demain. D'accord, donc si je résume, vous baissez le contenu carbone dans le conventionnel et vous vous dites ça fera plus d'espace pour moi que pour les autres qui ne prendront pas ce chemin. Vous diversifiez le portefeuille d'activités et vous vous dites bah, tant pis pour les autres et tant mieux pour moi. Ça, c'est la loi du sport. À la fin, c'est le meilleur qui gagne. Hein, on est d'accord. Et toujours pour finir sur vos activités, donc un de vos anciens dirigeants m'a dit un jour en plaisantant, le métier de Total, c'est de faire des trucs très compliqués à 10 milliards de dollars. Est-ce que finalement, dans le cadre de la transition énergétique, ça peut être ça la ligne directrice de votre activité et l'énergie elle-même 10 milliards, ça peut faire c'est pas plus mal. Hein. Vous savez, on n'est pas obligé de vouloir que ça fasse 10 milliards. Non, un des savoir-faire d'un groupe comme Total, c'est effectivement la capacité d'être un ensemblier de très grands projets. Dans la partie construction. Après, on a une partie à explorer, découvrir des ressources, mais on a ce savoir-faire d'intégration industrielle, de grands projets, et de prendre des risques dans un monde énergétique où on ne connaît pas le prix, et donc maîtriser les technologies. Et ça, on y retrouve notamment dans la diversification solaire. Quand vous allez visiter, on a construit, SunPower, notre filiale, a construit une ferme solaire en Californie de 640 mégawatts. Je suis allé la voir, c'est un énorme projet industriel de 5 km sur 5 km. Et il y a un savoir-faire, là aussi, de déploiement de grands projets. Lorsqu'on parle de biofuel, lorsqu'on veut transformer une raffinerie, comme on va le faire dans le sud de la France, pour aller faire une bioraffinerie sur des huiles usagées à récupérer, il y a des outils industriels. On réutilise des technologies. D'ailleurs, on va réutiliser des bouts de l'ancienne raffinerie, des technologies. Donc, il y a des grands ensembles. On parle d'énergie. Donc on parle de long terme, on parle de montants significatifs. Alors bien sûr, on va me dire qu'il y a aussi des énergies décentralisées, mais
il y a de la place dans le monde énergétique pour. Donc on peut utiliser ces compétences. Maintenant, si ça coûte 1 milliard au lieu de 10, je m'en porterai pas plus mal. Hein. Je ferai plus de projets. On va rester dans les projets à 10 milliards. Si ma mémoire est bonne, une plateforme LNG offshore, c'est à peu près 10 milliards, hein, c'est ça? Moi, j'en fais pas des plateformes LNG offshore. Non, je laisse ça à l'entreprise qui explore l'Arctique. Mais on est bien dans ces ordres de prix. Oh, ça coûte plus que ça. Je pense que leur projet doit. Ça dépend de la taille. Leur projet doit plutôt être à 15 à 20 milliards. D'accord. Donc voilà. Donc c'était juste pour que les gens dans la salle qui ont toujours en tête. Ah non, mais dans le pétrole, EPR, malheureusement, voilà. je fais peur à tout le monde. Mais on manipule. Là où on met des millions normalement, nous on met des milliards. Alors il faut. Voilà, bon, c'est juste un problème d'échelle. C'est un peu un problème de cette industrie, c'est qu'elle a tendance parfois à croire que tout est possible. Eh ben, on va rester dans les milliards et passer la parole à Jean-Bernard Lévy. Et on va rester sur le carbone. Quand on parle d'EDF en France, on vous voit comme un acteur, vous êtes l'autre bad guy en ce moment, nucléaire c'est affreux. Cela étant, ça a quand même une caractéristique, c'est que c'est décarboné. Donc si on parle de la décarbonation de l'électricité en France, on peut dire que EDF en France a fait l'essentiel du chemin. Du coup, si on parle de décarbonation de l'énergie en Europe, quelle peut être la contribution d'un groupe comme le vôtre? Bonjour à tous, merci de votre question. C'est effectivement un vrai sujet puisqu'on a déjà montré l'exemple avec une consommation d'énergie fossile pour fabriquer de l'électricité qui est extrêmement faible en France. On va probablement aller un tout petit peu plus loin compte tenu de nos projets actuels où on a fermé déjà énormément de tranches au charbon et au fioul et renouveler nos centrales au gaz, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin si on se contente de regarder la production. Donc je crois que la première réponse sur la France, c'est qu'il faut regarder la consommation. Et comme on est un électricien avec extrêmement peu de production de CO2, il y a deux aspects dans la consommation. La première, c'est de consommer mieux, d'où les efforts que l'on fait pour aider nos clients à consommer mieux. Alors on est un petit peu dans le même paradoxe, ou un paradoxe voisin de celui de Patrick. Nous, on ne cherche pas à faire en sorte que c'est pas la culture d'EDF que les consommateurs consomment davantage. Il n'y a pas de publicité d'EDF où on explique qu'il faut laisser la lumière allumée en quittant la pièce. On essaye plutôt d'aider les gens à être plus efficaces en matière de services énergétiques d'une façon générale, d'où l'importance stratégique pour nous du rachat d'Alkia qui a été fait, finalisé en 2014 et qui va nous permettre vis-à-vis de nos clients, notamment les clients industriels et collectivités territoriales, et ce qui dépend d'eux, comme les hôpitaux, etc., d'avoir une approche beaucoup plus complète pour leur expliquer, pour les aider à mieux gérer leur facture énergétique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la substitution. Si on consomme davantage d'électricité, comme elle est presque entièrement décarbonée, et qu'on substitue cette électricité à des énergies qui sont plus carbonées, qui produisent plus de CO2, eh bien on aura fait, je crois, un bon travail. Et donc on essaye de militer pour la substitution de l'électricité à d'autres formes de production d'énergie dans deux domaines principaux, le bâtiment et les transports. Je crois que c'est assez évident. Dans le bâtiment, la réglementation actuelle ne favorise pas le chauffage électrique, ça favorise le chauffage au gaz. Les gaz produisent certes moins que d'autres énergies fossiles, mais ils produisent quand même pas mal de CO2. Donc on essaye de faire en sorte que petit à petit on revienne à une cohérence entre la réglementation, qu'on appelle la réglementation thermique, et les objectifs de la politique énergétique. Puis le deuxième aspect, c'est qu'il reste, je crois, de l'ordre de 4,5 millions de foyers français qui se chauffent au fioul, environ 10% dans des immeubles collectifs et environ 90% dans des citernes à fioul individuelles. Et là, je crois qu'il faut aussi essayer de militer pour une substitution progressive, bien sûr, de ces chauffages au fioul en allant vers des pompes à chaleur et du chauffage électrique. Ça, c'est dans le domaine du bâtiment. Dans le domaine du transport, très rapidement et de toute évidence, il faut aller vers des véhicules électriques, que ce soit les bus. On peut saluer la politique de la RATP dans ce domaine, ou que ce soit bien évidemment les voitures électriques. Et ce serait peut-être un tout autre débat que de parler de la manière dont on peut progressivement mobiliser davantage d'efforts pour aller vers la voiture électrique. Sur l'Europe plus généralement, EDF est présent dans pratiquement la moitié des pays d'Europe. Là, contrairement à la France, nous avons un mix énergétique qui est relativement voisin du mix moyen européen, un petit peu inférieur à la moyenne. Donc on est là encore aussi
dans nos activités européennes hors France, un bon élève. Et ce qu'on est en train de regarder, on a mis ça en revue stratégique, c'est l'avenir de nos actifs qui sont liés aux énergies fossiles et en particulier au charbon. Donc bien évidemment, mais ça fait déjà longtemps, nous ne lançons plus de nouveaux projets de centrales au charbon en Europe et même en dehors de l'Europe, mais c'est quelque chose qui est pour nous déjà un acquis depuis longtemps. Et puis nous sommes en train de regarder quelle est la meilleure façon d'optimiser notre portefeuille d'activités en Europe, compte tenu de nos objectifs de décarbonation et de notre souhait de participer encore plus activement à ces objectifs. Alors, vous avez parlé de la voiture électrique et incidemment, une remarque, enfin, juste un truc qui m'amuse. Dans la mouvance environnementale, on n'aime pas le chauffage électrique et on aime bien la voiture électrique. J'ai jamais compris pourquoi. Si vous le savez, ça m'intéresse, mais c'était pas ça la question. Quand il y a un transfert d'usage, normalement, il va y avoir une consommation d'électricité supplémentaire, sauf à ce qu'elle soit compensée par des économies ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que cette nouvelle électricité va bien être décarbonée? Donc elle peut ne pas être au charbon, mais enfin, elle peut ne pas être complètement décarbonée. Et comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'elle est bien décarbonée? Ça, c'est tout le problème de l'ordre de mérite. Hein. C'est tout le problème de la façon dont la politique énergétique, par des incitations fiscales ou des désincitations fiscales, par des incitations sur le marché des certificats d'émission, comment cette politique énergétique permet d'organiser l'ordre de mérite de façon à ce que soit appelé le plus tard possible, en fonction des besoins de consommation, les énergies les plus consommatrices, les plus émettrices de CO2. Pour l'instant, on n'y est pas, puisque chacun sait qu'en Europe, aujourd'hui, il est plus économique d'appeler un moyen de production au charbon ou au lignite, pour nos amis qui sont en Allemagne, que d'appeler un moyen de... Oui, non, mais on se connaît bien avec E.ON, on partage beaucoup de choses. Beaucoup plus économique d'appeler un moyen de production au charbon que d'appeler un moyen de production au gaz. Donc, de toute évidence, les politiques fiscales ou les politiques de marché qui ont été mises en place ne répondent pas aux objectifs de décarbonation, puisque le charbon est plus attractif pour un opérateur que le gaz. D'où le problème qui est bien évident pour tout le monde et dont Patrick a parlé, mais je crois nous tous autour de la table, de mettre en place cette cohérence, ce qui passe par la fixation d'un prix du CO2 qui véritablement renverse l'ordre de mérite. Et on estime qu'il faut au moins 30 € en Europe, en Europe occidentale, il faut au moins 30 € pour une tonne de CO2 émise pour que le certificat joue son rôle de renversement de l'ordre de mérite, ce qui est notre objectif à tous. Alors, derrière cela, il faut quand même aussi faire en sorte que progressivement, il y ait de moins en moins de charbon, c'est sûr, mais qu'il y ait aussi de moins en moins de gaz. Et pour ça, produire davantage de moyens de production, d'unités de production renouvelables. Alors c'est ce que nous faisons, puisque chez EDF, nous essayons petit à petit d'affecter la totalité de nos investissements de production, soit au nucléaire, compte tenu de ce que nous devons faire en matière de maintenance et à l'avenir également de renouvellement du parc, soit aux renouvelables. Et donc, dans nos objectifs à 15 ans, EDF, qui est déjà un acteur important, nous sommes le premier acteur du renouvelable en Europe, EDF se fixe pour objectif de faire plus que doubler son parc installé en matière d'énergie renouvelable et de continuer donc à investir. Chaque année, on développe, alors ça c'est dans le monde, pour environ 2 milliards de dollars de nouveaux équipements de renouvelables dans le monde. Une question qui n'était pas prévue, donc c'est un traquenard. Vous investissez pas que dans le renouvelable, vous êtes aussi en train d'investir dans le nucléaire en Grande-Bretagne. Et le nucléaire est une énergie qui est désirée par un certain nombre de pays en Europe. La presse française ne le dit pas assez, mais les Finlandais, indépendamment de ce qu'ils peuvent penser sur le fournisseur, aiment ça. Les Suédois continuent à aimer ça. Les Polonais en voudraient bien, les Slovènes aussi, les Tchèques aussi, etc. Est-ce que vous dites, politiquement, c'est quand même compliqué cette histoire en Europe, donc on préfère parler renouvelables que parler nucléaire, ou bien vous appliquerez un ordre de mérite économique, j'allais dire technologie neutrale, comme on aime dire à la Commission? Nous, on va d'abord et avant tout appliquer une logique d'entreprise, pardonnez-moi. Donc on fera les investissements qu'on estime les plus justifiés par les besoins de développement de l'entreprise, les plus rentables, les moins risqués. C'est toujours un couple risque-rentabilité. Donc ça, c'est ce qu'on fera. Mais on regardera le risque et la rentabilité, évidemment en fonction d'un environnement dans lequel les politiques publiques jouent un rôle majeur.
De ce point de vue-là, il y a en effet un certain nombre de pays d'Europe dans lesquels les politiques publiques visent à favoriser l'énergie nucléaire parce qu'elle apporte une indépendance totale, une sécurité d'approvisionnement et des coûts qui sont extrêmement favorables. Donc nous sommes un grand acteur, avec mon camarade Philippe, nous sommes un grand acteur de l'industrie nucléaire mondiale et européenne, et donc à nous de savoir répondre à ces demandes. C'est ce que nous envisageons de faire très prochainement en Grande-Bretagne. Nous le faisons déjà en France et nous regardons les autres pays d'Europe qui ont des projets dans ce sens. Je crois qu'il ne faut pas opposer énergie renouvelable et énergie nucléaire. Il faut remplir à chaque instant ce que demande le marché, gérer son couple risque-rentabilité du mieux possible. Et pour nous, compte tenu de nos objectifs de décarbonation, qui sont un petit peu la mission qui nous est confiée, hein, notamment parce qu'on est une entreprise publique, la mission de décarbonation, eh bien, ça veut dire trouver le bon équilibre entre les investissements que l'on affecte au nucléaire et les investissements que l'on affecte aux renouvelables. Et de ce point de vue-là, oui, peut-être, personnellement, depuis 1 an que je suis chez EDF, j'essaye de faire en sorte que ça ne soit pas un cheval de nucléaire et une alouette de renouvelable. Juste une dernière question rapide. En Europe, pour le moment, l'essentiel de la politique climatique repose sur un marché de quotas. Avec une virgule derrière la réponse brève, vous pensez que c'est suffisant? Dit autrement, si on monte le prix du CO2, le marché fera le job, ou ça ne sera pas suffisant? Ça pourrait être suffisant si les rythmes et les montants dont on parle, des montants de retrait des certificats, étaient crédibles. Mais on voit tous que ça va dans le bon sens, mais que le marché n'y croit pas, puisqu'il voit que ça va se produire en 2020, 2021, je ne sais pas, que les taux de retrait, les rythmes de retrait des certificats à 2,2%, je ne sais plus après la virgule, sont insuffisants, puisque tous les signaux de marché montrent que les prix de l'électricité restent bas, ne bougent pas, ils ont même encore baissé ces derniers temps. Les prix forward, donc les prix anticipés sur les marchés d'options et autres, de la même façon ne bougent pas. Donc la politique va dans le bon sens, mais pour l'instant elle n'est pas efficace, parce qu'elle n'est ni assez ambitieuse dans les volumes, ni assez rapide. Donc nous militons pour aller plus vite, et on pense que notamment la France peut donner l'exemple en fixant plus rapidement un prix minimum du CO2, ce qui a été plus ou moins, enfin je dirais ce qui a été clairement même dit par Madame Royal il y a quelques jours dans un colloque de l'Union française de l'électricité. Merci. On va rester dans l'électricité et maintenant passer la parole à Ion. Donc je vais passer les questions en anglais pour être sûr d'avoir une interaction directe avec mon voisin. So, Michael Lewis, you are the upcoming boss of the renewable part of E.ON, which is a German electric utility that has recently decided to split in 2 parts, with on one side the renewables and on the other side about everything of the rest, and with a recent backward move regarding nuclear in Germany. Can you first explain what all is this about? And then say whether it means that your company has a kind of public position on either kind of energy, or it's just corresponding to other drivers. Yeah, thank you. I think I can, first of all, give a bit more background on the split and why E.ON is indeed splitting into 2 different entities. In the future, the renewable business, and not just the renewables, but also the customers, of which we have 30 million, plus the grid businesses, will go into the new E.ON. And the new company, Uniper, will contain all of our other generation businesses, plus upstream, plus global commodity trading. The idea of the split, and I'll come to nuclear in a minute, by the way. The idea of the split was actually nothing to do with the nuclear closure in Germany. It was about the fact that we see 2 completely different energy worlds emerging, and they're emerging very strongly in Germany, which of course is pioneering the so-called Energiewende. Those 2 worlds are characterized firstly by centralized generation, global commodities with an emphasis on system security, and that's the market that the new Uniper company will play in. The other energy world is focused on customers. It's about energy efficiency, smart customers, so-called prosumers, digitalization, e-mobility, storage, and so on. And we believed, as a fundamental strategic point, that these 2 markets, these 2 new worlds, firstly will have to coexist for a number of years. You can't run the whole system on renewables, we know that, and therefore we need absolutely both companies, but they are fundamentally different markets as they're emerging, and they need
different companies with different managements and different cultures and skills and capabilities in order to succeed in those two markets. And that's our fundamental belief. Now, on the nuclear side, originally the German nuclear assets were to go into Uniper. Because the German government has changed the law, effectively requiring that the nuclear liabilities remain with E.ON, this means we couldn't move the assets into one balance sheet and keep the liabilities on another balance sheet. So we decided to keep the assets in Germany within E.ON, and that will be in a wholly owned subsidiary called Preußen Elektra. But that's purely to manage those assets until they close in 2022 and then decommission them. It has no impact on the overall strategy of splitting the company. And regarding the public position that you might have? Well, the law is the law in Germany. The German government has decided... It is also elsewhere. Yeah, indeed. But we have the vast majority of our nuclear plants in Germany, and we therefore have to close those plants by 2022. And Germany has opted to build out a very large-scale renewables business, and we're a part of that, and we've invested 10 billion euros to date globally in our renewables business, and we're continuing to invest in Germany in offshore projects, for example, Amrenbank, which was recently completed. So we are most definitely investing in renewables going forward, and we are managing the closure of the nuclear assets in Germany. Regarding renewables, when you total what German actors have invested so far, all included, grid, means of production, etc., you come up with the figure of a little bit over 300 billion euros. And for this money, you got about, well, not you, but I mean Germany got about 25%, between 25 and 30% of the electricity coming from renewable sources. Given these figures, do you believe that we will ever see one day 600 terawatt hours, which is the present electric production in Germany, produced 100% from renewables? Well, the first thing to say is the Energiewende, the promotion of renewables, has been extremely successful in Germany in the sense that a huge amount of renewable capacity has been built, around 80,000 gigawatts to date, which puts Germany in a leading position as far as solar PV and wind is concerned. And of course, not just in terms of energy supply, but in terms of jobs created and the industry created, particularly in wind now, behind that. As I said just now when talking about the split of the company, absolutely not. We can't run the system 100% on renewable energy right now. The main reason, of course, is that we can't store the energy, and we therefore have to have ancillary services, and in particular standing and spinning reserve, provided by the conventional electricity generation capacity. That will not change in the short term. It probably won't change in the midterm. It may change in the longer term, but I'll leave that for the forecasters to predict when energy storage might come significantly into the equation. So that's why I say these two worlds have to exist in parallel. Nevertheless, if you look at the extent to which the cost of renewable energy has come down, and it's come down very, very significantly. If you look at solar, we've seen roughly a 70% reduction in costs in the last 5 years, solar PV. Onshore wind, it's a similar story, around 50 to 60%. Offshore wind, around 40%. And we still see opportunities to reduce those costs even further. So in terms of costs going in the right direction and therefore reducing future investments, in terms of the development of storage technologies going in the right direction, yes, I do see that there may be a possibility to run the whole system on renewables, but it isn't going to happen anytime in the near future. When you say storage technologies, you're more thinking about batteries, correct, more correct. About reversible dams, or both? I was thinking more of batteries at this point. It's also a booby trap, it wasn't on my list. What is your personal opinion on the maximum percentage of renewables that you can have in the German electricity production, as long as you do not have any massive storage capacities? To be honest, I don't have a personal opinion on that. I think
It depends on a number of factors. It depends precisely on what type of renewable energies you have. It depends on the internal build-out of grid within Germany, and it depends on the additional capacity that might be added to other markets around Germany in terms of grid connections, plus also the market rules and how renewables is integrated into that market. So I wouldn't like to give a number, but I do think that the number can be increased from today. You don't even want to give a bracket? No. Germany has made the choice of strongly promoting renewables in electricity. By the way, I'm not sure whether the choice to promote renewables outside electricity is as strong. It's an interesting question that I'm going to ask. And I've got another one, which is, if it requires too much money to follow the tracks of Germany, do you think that each country in Europe should choose what it wants to do regarding the lowering of the CO2 emissions, or should we have a European binding target regarding renewables? If some people want to buy Patrick Pouyanné's gas and CCS and Jean-Bernard Lévy's nuclear, should they be allowed to do so because we only have one CO2 objective? Or it should not be allowed because we should have secondary objectives which are binding also? I think it's absolutely critical that we have various different ways of meeting the carbon target. I mean, I've already, and I'll emphasize it again, mentioned we cannot run the system on renewables. We need other generation technologies, in particular gas, which has to, has already been said. I was right to seat you one next to another, right? It has to start to displace coal from the merit order, and for that we need a much higher carbon price. So the flexible generation capacity and very high-efficient CCGTs, in fact, we've built them in Germany. The Irsching power plant, 60% efficiency, low carbon emissions, that has to exist with renewables and provide all of those ancillary services I was talking about. Nuclear can also play a role, of course, but it's up to each country to decide how it achieves those objectives. But it is helpful to have a European policy which supports the overall objective, and particularly to have an ETS that functions in the right way. And that's where I think the focus of European policy should be, is to focus on making the ETS work, to focus on building the additional grid connections we need to make the system more efficient, and where possible, encouraging renewables in the place where it makes most sense, i.e. where the best wind resources and solar resources are. Okay. The way the debate is organized in France regarding energy is that basically we have the actors, we have the political parties, and we have some NGOs. Is it framed exactly the same way in Germany? And are there special bodies that you think are playing a prominent role in trying to draft something intelligent, in quotes, for the future that would be outside these three parties? No, I think... Like universities, for example? No, I mean, of course, the civil society, universities, research institutes, there are many different bodies, as in all countries, who contribute to the debate. I would expect that to go on. I don't see it running any differently in Germany than in France. There are political voices, there are expert voices, there are industry voices, and of course there are NGO voices as well. That's a normal part of the policy-making process. Okay. We'll shift back to French. Sorry. On va maintenant passer le micro à Philippe Varin pour parler un peu de nucléaire. La première question, alors je vais la développer, mais je vais la poser directement, c'est est-ce que le nucléaire est compatible avec la libéralisation des marchés de l'électricité? Et je vais redévelopper un peu cette affaire. Le nucléaire ne s'est développé historiquement que dans des pays dans lesquels il y avait des cadres longs et stables. C'est par excellence une industrie de temps long et de cadres stables. Est-ce que vous pensez que le redéveloppement significatif du nucléaire, si tant est qu'on puisse le souhaiter, ce qui est au moins votre cas, en Europe, est compatible avec le fait qu'on ait mis partout où on le pouvait des mécanismes de mise en concurrence qui sont par construction destinés à créer de l'insécurité pour aiguillonner les sociétés? C'est à ça que ça sert, la concurrence. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut marier les deux? Oui, Jean-Marc, je vais répondre à la question, mais... Oui, j'ai très bien fait le placement, c'est vraiment très bien fait cet après-midi. Il y aura un message pour ma voisine de gauche. Parce que, non,
Personne ne verra les petits papiers qui passent sous la table, il n'y a aucun problème. C'est friendly. Je dirais, il faut voir ce qu'on entend par libéralisation. Si par libéralisation, vous voulez dire un marché avec un signal prix à court terme, comme aujourd'hui, et un marché dans lequel on n'intègre pas le signal prix carbone qui est effectivement demandé, la réponse est non, ce n'est pas franchement compatible. Mais si on dit libéralisation, c'est compatible avec un marché à moyen terme et avec une prise en compte qui me paraît aujourd'hui tout à fait légitime, sinon indispensable, du dérèglement climatique, alors à ce moment-là, ma réponse est oui. Bon, pourquoi? Parce que, je dirais, concernant le prix du CO2, je ne vais pas en rajouter par rapport à ce qu'a dit Patrick Pouyanné, c'est le plus crédible quand il demande un prix de carbone autour de cette table. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, tant que la tonne de CO2 est à 7 €, il n'y a pas de signal carbone en Europe. On est tous clairs là-dessus. À combien faut-il aller? On a parlé de 30 à 40 €. Dans la loi de transition énergétique française, il est mentionné 100 € à la tonne en 2030. Des pays ont des prix planchers. Le Royaume-Uni en est un à 30 €. Je pense que tout ceci va dans le même sens et qu'il y aura un prix du CO2 qui devra être intégré. Bon. Le deuxième point, c'est que puisque le nucléaire, c'est une industrie de temps long, bien entendu, nos coûts de CAPEX d'investissement sont très importants. La rentabilité se mesure en dizaines d'années. Et puis les réacteurs aujourd'hui doivent vivre 60 ans. Donc, il faut qu'il y ait un signal prix dans le long terme. Et à cet égard, dans les réflexions actuelles sur le marché européen, il faut être libéral. Il faut être libéral court terme et il faut aussi être libéral long terme. Et puisqu'on parlait de mérite entre différentes énergies, sur le marché long terme de l'électricité, pour les futurs investissements, eh bien, il faut que le nucléaire, qui est exempt de CO2, puisse être en compétition avec les énergies renouvelables qui bénéficient aujourd'hui de ce prix long terme. Hein, et puis, je dirais que le meilleur gagne. Hein. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple d'Hinkley Point de Jean-Bernard Lévy, les Anglais ont mis en place un dispositif qui assure la compatibilité long terme et court terme. C'était ma question. Donc c'est bien de ça dont vous parlez quand vous parlez de prix long terme. Oui, avec le Contract for Difference, hein, pour 35 ans. Et donc, je pense... Ça vaut peut-être le coup d'expliquer à la salle, qui n'est peut-être pas très familière avec le strike price et le Contract for Difference, en 45 secondes, mais vous êtes plus intelligent que moi, donc vous allez y arriver, de quoi il retourne. Oh, c'est simple. Parce que, excuse-moi Jean-Bernard, mais on prend le prix court terme, tel qu'il est. Il y a un prix long terme qui a été défini et il y a un engagement du gouvernement anglais à 92,5 livres du mégawattheure sur 35 ans. Et la différence, année après année, elle est dans un sens ou dans l'autre, reversée par l'une des parties à l'autre partie. Voilà. Et donc il y a compatibilité. C'est un prix garanti exactement comme on l'a fait avec les tarifs de rachat en France. Oui, et comme on le fait sur les énergies renouvelables, avec une autre formule. Donc la réponse est oui, mais il faut un prix CO2 et il faut une approche du prix long terme sur le marché de l'énergie en Europe. Je crois que le message est passé. Je l'ai dit tout à l'heure, les centrales à charbon, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, pas des émissions de CO2, hein, c'est des émissions de gaz à effet de serre en tenant compte des flatulences des vaches et de tout le reste. Et ça correspond à peu près à 2000 gigawatts, enfin 1800 plus exactement, de gigawatts de centrales à charbon installées dans le monde. Je rappelle que le parc nucléaire en France, c'est 60, un peu plus de 60, hein, donc 2000 gigawatts. Si on se dit qu'on remplace tout ce charbon par du nucléaire, c'est un calcul académique, mais c'est pour cadrer la... Ça coûte en gros 0,25% du PIB mondial par an pendant 40 ans. Donc on se dit que ce n'est pas très cher pour se débarrasser de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Question, on a l'impression que l'industrie nucléaire n'est pas très active dans le fait de dire « laissez-moi faire, laissez-moi faire ». Comment ça s'explique? Alors, il y a effectivement urgence. Et je pense que nous n'avons pas de temps à perdre. On a devant nous un budget de CO2 qui, comme vous l'avez dit, est selon les estimations de 20 à 30 ans au tarif des émissions de 2014. Donc, tout devrait militer en faveur d'une accélération du nucléaire. Alors, je vais vous rassurer, d'abord, c'est le cas. Hein, c'est-à-dire que l'Agence internationale de l'énergie, qui aujourd'hui nous dit, voilà, sur le mix 2012, le nucléaire représentait 11% de l'électricité mondiale, devra en représenter 18%
à l'horizon de 2040. Et ceci va conduire, ne serait-ce que jusqu'à 2030, à un doublement des capacités. Alors, ce doublement des capacités, d'ailleurs, la moitié de ce doublement est en Chine. Alors, la question, c'est effectivement quels sont les obstacles qui nous empêchent d'aller plus vite. D'abord, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est celui des caractéristiques intrinsèques de l'énergie nucléaire. Il est clair qu'il faut d'abord un écosystème. Il faut un écosystème parce qu'il faut une réglementation qui soit adaptée, il faut des compétences techniques adaptées, puisque c'est une sophistication de la technologie. Il faut aussi des capacités financières des pays. Et puis, last but not the least, il faut un réseau électrique qui puisse effectivement être cohérent avec la production du nucléaire. Donc tous les pays ne remplissent pas aujourd'hui ces conditions, c'est bien évident. Deuxième spécificité, il y a une question d'acceptabilité publique, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une transparence, même si cette transparence ça nous crée une zone d'inconfort pour les producteurs, c'est évident. Il faut apporter des réponses légitimes aux questions des populations et sur la confiance que l'on peut faire à l'industrie nucléaire. Et puis, troisième point, il faut, je dirais, le nucléaire va fournir un socle stable d'électricité, mais il fait partie d'un mix. Et pour moi, il y a une complémentarité évidente avec le développement des renouvelables. Donc, ça sont les caractéristiques intrinsèques du système nucléaire. Et donc, ces caractéristiques, on ne les trouve pas partout. Ça, c'est un premier élément de réponse. Puis le deuxième élément de réponse, bon, il a déjà été évoqué, c'est que le charbon, dans beaucoup de pays émergents, est une source peu chère et relativement facile à utiliser. Il n'y a pas besoin du même écosystème. Et tant que le prix du CO2 n'existe pas, à ce moment-là, il y a un handicap puisque cette prise en compte n'est pas réalisée. Alors, ceci dit, quand on a dit tout ça, aujourd'hui, moi je sens le mouvement de croissance du nucléaire, il est là. Le Japon, nous étions avec le Premier ministre et Jean-Bernard Lévy récemment, a pris l'option de revenir à 20% du mix, après ce qui s'est passé à Fukushima. La Chine va représenter la moitié des capacités jusqu'à l'horizon 2030, nouvelles capacités. L'Asie du Sud-Est se met maintenant en mesure, commence à réfléchir à la question. L'Amérique latine a des projets, les pays du Moyen-Orient. Donc on sent qu'il y a effectivement une dynamique. Et si vous voulez, pour conclure cette réponse, pour moi, le défi, c'est pas de savoir si on fait le choix des renouvelables, parce qu'au fond, on est tous d'accord qu'à terme, plus il y aura de renouvelables, plus on est content. Le gros danger, c'est de faire ce choix immédiatement et exclusivement. Parce que si le système n'est pas prêt, eh bien, ce qui est en train de se passer en Allemagne ou au Danemark, c'est qu'alors que la France produit son énergie avec 60 grammes de CO2 au kilowattheure, en Allemagne, aujourd'hui, qui a fait le choix du renouvelable, les émissions sont à 430 grammes de CO2. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que nous devons tirer les leçons de l'expérience allemande et l'expérience danoise, d'ailleurs, pour que ce couple nucléaire renouvelable, c'est pas un cheval et une alouette, hein, mais c'est un processus où l'un et l'autre doivent progresser en symbiose. D'accord. J'ai aussi une question piège surprise. Pourquoi n'avoir jamais demandé au gouvernement français que l'argent du contribuable français, plutôt que d'éviter du CO2 qui n'existe pas en remplaçant du nucléaire français par des panneaux solaires importés, serve à exporter du nucléaire français dans des pays qui en veuillent bien pour remplacer du charbon? Ouais. Écoutez, sur les pays qui en veulent bien pour remplacer du charbon, moi j'ai proposé qu'avec nos voisins allemands, on fasse de temps en temps une journée sans nucléaire pour voir ce qui se passe sur le système allemand. Si vous voulez. Nucléaire en France? En France, le nucléaire venant de France. D'accord. Venant de France, vous voyez. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une complémentarité et que l'industrie française a un énorme potentiel sur les terrains extérieurs sans forcément subventionner nos efforts.
quand on regarde la manière dont les ONG prennent position sur le nucléaire, alors en France, la messe est dite, hein, c'est très clair, c'est sans grande surprise, mais dans un certain nombre de pays anglo-saxons, il y a des environnementalistes prominents, comme disent les Anglais, qui changent d'avis sur cette énergie. On en connaît un certain nombre, un ancien patron de Greenpeace, Lovelock, etc., un chroniqueur vedette du Guardian. Première question, à votre avis, pourquoi ce n'est pas le cas en France? C'est un truc qui n'existe pas en France. Et il y a une deuxième question qui est liée à ça, c'est que même dans le milieu du nucléaire, énormément de gens ne savent pas qu'il existe une commission onusienne, grande sœur du GIEC, qui a pour vocation de faire le même boulot que le GIEC, c'est-à-dire d'évaluer la littérature scientifique sur les dangers, enfin sur ce qui se publie sur les dangers du nucléaire, que cette commission rend des avis qui sont considérablement moins alarmistes que ce qui circule dans la presse française, et les acteurs du nucléaire ne s'en emparent jamais de cette information. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? C'est toujours un peu difficile, parce que, si vous voulez, pour deux raisons. C'est que... Pour ceux qui ne savent pas, la commission en question s'appelle UNSCEAR. Vous pouvez aller voir sur le Internet, UNSCEAR, ce qui veut dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, qui date de 1955 et qui a été créé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé. C'est un truc tout aussi respectable que le GIEC. Je dis que c'est un peu difficile pour deux raisons. La première raison, c'est que le président d'Areva n'est pas réputé être le plus crédible pour parler de cette question. Il y a un certain nombre de gens que ça n'arrête pas. Donc Non, mais absolument. Bon, d'autant plus que je n'ai pas une antériorité telle que je ne puisse pas en parler librement. Et la France est le pays de la raison. On a remarqué dans un certain nombre de sujets qu'on n'a pas toujours une approche purement rationnelle sur les sujets qui nous concernent directement. Bon, voilà. Cette parenthèse étant posée, c'est effectivement une vraie question. Toute production d'énergie, comme toute opération industrielle, je dirais, expose à des risques potentiels. Et puis, ces risques potentiels sur l'environnement, mais des risques potentiels aussi sur la santé ou la sécurité. Bon, et donc, notre travail, c'est de minimiser ces risques en tant qu'industriel. Et lorsqu'on fait le choix d'un mix énergétique, il faut intégrer ces deux données. Et il est clair que certains arguments sont des arguments qui sont difficiles à mettre en avant parce qu'ils sont très émotionnels, notamment lorsqu'on compare, je dirais, des taux de mortalité dans différents secteurs de domaine énergétique, mais aussi quand on compare les questions de santé publique. Ce sont des chiffres qu'on a du mal à regarder de manière purement rationnelle. Mais pour les ONG ou les instituts de recherche qui ont pu faire qui font ces comparaisons, je pense que les réponses sont relativement claires. Bon. Et si on regarde aujourd'hui la raison de fond pour laquelle la Chine intègre un fort progrès de son nucléaire, c'est d'abord pour des questions de santé publique et d'environnement. Bon. Donc, je pense qu'il faut qu'effectivement, on puisse regarder ces chiffres sans émotion. Le deuxième point, je dirais que c'est qu'effectivement, s'agissant on était récemment à Fukushima avec Jean-Bernard Lévy, ce qu'on voit sur place, effectivement, et l'image projetée de ce grave accident, tout ceci donne une dimension émotionnelle qui empêche de regarder aussi les choses, je dirais, rationnellement. Et puis, j'ai un facteur qui n'est pas complètement évident, mais la radioactivité, ça se mesure partout, à tout moment, si on le veut, en millisieverts. Et moi, je suis frappé parce que lorsqu'on prend une petite dose de millisieverts identique à celle de ce scanner abdominal ou d'une radio dentaire, on se dit, oh là là, ça peut être beaucoup. Bon. Alors qu'à côté, quand on regarde les taux de particules, on n'a pas la même réaction. Donc, je dirais qu'autour du nucléaire, il y a un certain nombre d'éléments qui empêchent de voir les choses de manière rationnelle. Donc, ce qui est important, c'est que des instituts de recherche, des think tanks, je dirais le vôtre en particulier, mais d'autres, puissent effectivement faire ces comparaisons, je dirais, de manière la plus rationnelle possible. En l'occurrence, la comparaison a été faite par les Nations Unies, c'est ça qui est oui, intéressant. On va finir le cheminement avec la Commission européenne, donc ici représentée par Anne Houtman.
Sur la manière de décarboner l'énergie, donc là, on a beaucoup parlé de la partie amont, c'est-à-dire on en utilise, cette énergie doit avoir le moins de carbone possible. On a beaucoup parlé d'électricité, soit dit en passant, mais c'est pas très grave. Est-ce que, voilà, il y a eu évidemment un deuxième, un pendant à l'affaire qui est de consommer moins d'énergie, quelle qu'elle soit. Et du reste, Patrick Pouyanné l'a implicitement rappelé quand il a dit, même dans le scénario 450 ppm de l'AIE, l'essentiel de l'énergie reste fossile, ce qui revient à dire qu'on en consomme beaucoup moins globalement. L'Union européenne a fait un certain nombre de choses sur la partie consommation. Est-ce que vous pouvez rappeler simplement ce qui est du ressort de l'Union, ce qu'elle a le droit de faire quand il s'agit de limiter la consommation ? D'abord, je pense que vous avez raison que la réduction de la consommation, c'est vraiment une priorité par rapport à la réduction de nos émissions. Et notre principe, d'ailleurs, c'est Energy Efficiency First, c'est-à-dire l'efficacité énergétique d'abord, avant de dépenser éventuellement à d'autres technologies qui seraient plus coûteuses pour arriver aux mêmes réductions de CO2. Vous avez aussi, bon, ce principe fonctionne pas seulement par rapport aux objectifs environnementaux, mais aussi par rapport, par exemple, au choix de créer de nouvelles capacités. Avant ça, on se demande est-ce qu'on ne pourrait pas consommer moins. Avant d'importer encore plus par rapport aux 400 milliards qu'on importe chaque année, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt réduire notre consommation? Donc ça intervient vraiment au niveau de toutes les politiques, c'est vraiment une priorité européenne. Et comme vous suggérez aussi, c'est un domaine où il y a une marge énorme. On considère par exemple que dans le bâtiment, qui est le principal responsable, on a en Europe à peu près 3/4 des bâtiments qui sont considérés comme à faible efficacité énergétique, voire à très faible efficacité énergétique, et où il y a moyen, avec des investissements relativement limités, et le problème c'est l'investissement au départ, mais la rentabilité est très rapide, il y a moyen vraiment d'apporter des améliorations considérables. Alors que fait l'Europe là-dedans? D'abord, au niveau politique, les 28 chefs d'État se sont fixés des objectifs, ce qui est déjà pas mal. Donc en 2007, ils se sont fixés un objectif de réduction de la demande d'énergie à 2020 de 20% par rapport à une projection business as usual depuis 2005, pour être précis, pour que tout le monde comprenne ce que sont ces 20%. Ce n'est pas de l'efficacité énergétique, donc c'est une réduction de la demande par rapport à un scénario business as usual. Et on s'est déjà fixé... Qui lui-même aurait fait consommer combien en plus? Ouh là là, j'ai pas le chiffre en tête. Ce qui fait qu'en valeur absolue, on consomme plus ou on consomme moins? On consomme 20% de moins. Malgré la croissance. Un scénario croissant? Non, par rapport à un scénario de projection de la consommation avec ce qu'on appelle... D'accord, ouais, donc on consomme plus, mais un peu moins plus. Voilà. Oui, avec les 20%, on va être légèrement en dessous. D'accord. D'ici 2030, on a un objectif qu'on a fixé en octobre 2014, qui est de réduire la consommation de 27%. Donc on a des objectifs à long terme, parce qu'on a besoin, comme on disait ici, de visibilité à long terme. Et puis, du point de vue de la mise en œuvre, d'abord il faut dire que l'essentiel du travail doit quand même se faire au niveau national, régional, voire d'ailleurs local. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien au niveau européen. Au niveau européen, on utilise toute la panoplie des instruments qu'on a, les instruments législatifs, les instruments de communication, les instruments financiers, de collaboration recherche, et y compris des initiatives, il ne faut pas oublier ça, c'est les initiatives pour la formation. On essaie d'encourager la formation. Il y a un vrai problème de formation dans ce domaine. Donc on a lancé une initiative, par exemple, comme Build Up Skills pour les qualifications dans le domaine de la construction. Et au niveau législatif, on a en Europe certainement l'ensemble de mesures le plus ambitieux du monde. On a une directive sur l'efficacité énergétique qui est une directive, je dirais, qui couvre tous les services, tous les acteurs du secteur, à commencer par les autorités publiques, qui doivent donner l'exemple, si je peux dire, d'abord en rénovant 3% chaque année de leur parc de bâtiments administratifs. Et elles le font?
et elle commence à le faire. La directive est entrée en vigueur l'année dernière, donc on est vraiment tout au début, donc on n'a pas encore les données. Et c'est uniquement les bâtiments administratifs au niveau national. Là, ça ne couvre pas les bâtiments régionaux. Donc monsieur Hollande Voilà. doit faire en sorte que l'Élysée consomme 3% de moins tous les ans. Voilà, ce qui n'est pas facile dans des bâtiments historiques. ça, Il y a un vrai souci en France notamment, parce que comme en Italie, parce que beaucoup de bâtiments sont des bâtiments historiques qui sont difficiles à rénover. Ce qui est peut-être plus important, c'est que les autorités publiques doivent, quand elles font des achats publics, tenir compte du coût sur le long terme, y compris la consommation des produits et des services qu'ils se procurent. Il y a des obligations d'audit dans les grandes entreprises, une promotion des audits dans les petites entreprises, des obligations sur les distributeurs de réduire chaque année d'1,5% la consommation de leurs consommateurs. Donc il y a toute une série de... Pardon, distributeurs, c'est distributeurs d'énergie. Hein. Oui, les fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs d'énergie. Qui doivent parce qu'en français, distributeur, c'est la grande distribution, c'est Carrefour, Auchan, etc. Les fournisseurs, pardon, les fournisseurs. C'est l'habitude de de parler plusieurs langues qui est un peu difficile. On a une directive sur les performances énergétiques des bâtiments qui prévoit que d'abord, qui prévoit que tous les nouveaux bâtiments doivent avoir des normes sévères. Et pour le moment, les nouveaux bâtiments sont autour de 5-6 litres de fioul au mètre carré par an, alors que le parc actuel, plus ancien, est entre 25 et 60. On va jusqu'à 60. Donc on voit là qu'il y a une marge énorme dans ce secteur. Et on demande que d'ici à 2020, on arrive à des bâtiments qui sont pratiquement neutres sur le plan énergétique. Et puis il y a toute une série de législations en matière de produits consommateurs d'énergie. Donc vos machines à laver, vos chauffe-eau, etc. Qui se divisent en deux types de mesures. Il y a les mesures en faveur de l'étiquetage. Donc, quand vous allez acheter une machine à laver, il y a une étiquette avec des belles couleurs, qu'on vient d'ailleurs de revoir cet été pour la simplifier. Et il y a un autre volet qui est de l'éco-conception, ce qu'on appelle l'éco-conception. Oui, parce que pour le moment, on a une étiquette ça veut dire avec que l'étiquette n'est pas compréhensible par un ingénieur ayant fait des études supérieures, si. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps, les produits, comme on a d'un côté l'étiquetage, de l'autre côté ce qu'on appelle l'éco-conception, ce qui veut dire qu'on retire au fur et à mesure du produit, du marché, les produits les moins performants, il est clair que tous les produits montent l'échelle et qu'à un moment donné, ils sont tous en haut. Donc on a inventé des A+, A++, A+++. Donc c'est devenu un peu moins lisible. Ça veut dire que ça a marché. Donc en fait, ça a très bien marché, voilà, absolument. Et puis il y a tout le secteur du transport sur lequel on travaille sur l'efficacité énergétique avec des voitures qui consomment moins, des carburants de meilleure qualité. Lui, il pense à une marque de voiture bien connue, je pense. Non, mais, je ne vous coupe pas. Une gestion du trafic qui soit meilleure aussi. Donc voilà, on agit sur tous les plans qu'on peut. On a les programmes de recherche qui ont un grand volet sur l'efficacité énergétique. Là, on va lancer des appels d'offres pour à peu près 200 millions en matière de recherche sur l'efficacité énergétique. Et puis, il y a tout l'aspect gouvernance, qui est un peu moins sexy, donc je vous en fais. Mais utile. Maintenant, je vais vous demander de dire du mal de vos collègues. Donc, je vais vous reposer la même question qu'à Philippe Varin. Vu du petit lecteur de journal, donc je vais vous reposer la même question. On a l'impression qu'entre la DG Comp, la DG Énergie et la DG Climat, on a du mal à comprendre où est le plan d'ensemble décliné dans trois. C'est un problème classique de toute administration. Hein. On a le même problème avec un gouvernement national. On a parfois le même problème dans une entreprise, soit dit en passant. Donc la question, c'est, en votre âme et conscience, est-ce que vous pensez vraiment que quand on a des problèmes de long terme à gérer, au surplus dans une Europe sans croissance, c'est-à-dire où dès que vous allouez plus d'un côté, vous avez un effet d'éviction qui va vous faire que vous allez allouer moins de l'autre, c'est automatique. Est-ce qu'on peut faire l'économie d'une harmonisation des directions, exactement? Est-ce qu'on peut faire l'économie de quelque chose qui soit beaucoup plus cohérent et où on va faire des vrais choix, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on court un peu plusieurs lièvres à la fois et que c'est pas le même. Dit autrement, la concurrence partout et tout le temps, je vous repose la même question, est-ce que c'est compatible avec le fait d'avoir des plans de long terme dans des industries qui ont des pas de temps intrinsèques qui sont de l'ordre du demi-siècle?
D'abord, je vais vous rassurer. Il y a, pour moi, aucun antagonisme ni entre la politique de concurrence et la politique de l'énergie. Au contraire, elles se complètent très bien. Ni entre les DG, parce qu'on travaille quotidiennement ensemble. Et au contraire, à l'intérieur de la Commission, on a l'avantage d'être dans une seule institution et chacun fait son boulot avec exactement les mêmes objectifs. Si vous regardez maintenant la révision qu'on fait, parce que vous avez raison de dire que pour le moment, le marché ne fonctionne pas de façon idéale, on l'a dit, et on vient d'entamer justement une révision du fonctionnement du marché. Mais il faut peut-être pas confondre l'ouverture du marché qui a pour objectif d'intégrer 28 marchés nationaux et d'essayer de faire fonctionner ce système à 28, en commençant d'ailleurs par les pays voisins, c'est-à-dire au niveau des régions. Et puis les règles de concurrence qu'applique la DG Concurrence et qui ont pour objectif d'un côté d'éviter des cartels. Genre, personne ne veut des cartels. Je ne suis pas sûr. Je pense que si on demandait aux citoyens, est-ce qu'ils ont envie que des entreprises se mettent d'accord entre elles pour augmenter artificiellement les prix à leurs dépens, je pense que... Ça dépend ce que vous appelez un cartel. Ça dépend s'il est régulé ou s'il n'est pas régulé. Ah non. Moi, il y a des tas de Français qui sont de cartel secret, je parle de ce qu'on appelle l'antitrust, c'est-à-dire des entreprises qui se rencontrent en secret pour limiter la production artificiellement. Ça arrive encore. Et assez bizarrement, on en trouve même les traces, parce qu'on a dans ce domaine-là des pouvoirs d'investigation sur le terrain, et on en trouve curieusement des traces assez drôles parfois. Alors l'autre volet de la politique de concurrence, donc c'est éviter les abus de position dominante. Donc éviter que des entreprises qui sont en situation de décider sur le marché sans pouvoir tenir compte de leurs concurrents n'essaient d'évincer du marché par certaines pratiques déloyales des nouveaux entrants, par exemple, des petites entreprises, des PME, etc. Ça, c'est le volet antitrust. Donc quelque part, on est en train de mettre de l'ordre dans le marché pour qu'il fonctionne de façon équitable. Et puis il y a le volet aide d'État, subvention. Le volet subvention, essentiellement, il est en ligne avec nos objectifs, puisqu'on a là des tas d'exceptions qui permettent de donner des aides pour des investissements en matière d'efficacité énergétique, de renouvelables, etc. La seule chose que la politique demande, c'est que ces aides, d'abord, ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour obtenir les objectifs recherchés, ce qui me semble d'ailleurs dans l'intérêt des contribuables. Et puis, dans la mesure du possible, essayer d'utiliser des mécanismes de marché. Et si je regarde la réalité, je pense que ça suggère que ça fonctionne pour obtenir de meilleurs prix. Si on regarde l'appel d'offres qui a été fait en Allemagne récemment pour, je crois, 400 mégawatts de solaire, ils ont obtenu 4 à 5 fois en termes d'offres les volumes qu'ils avaient mis sur le marché. Donc ça prouve qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a de la concurrence pour faire cette production. Et aussi à des prix qui sont assez nettement en dessous des prix qui avaient été évalués par l'administration. Ce qui prouve aussi que ça permet de faire jouer la concurrence, permet de faire baisser les prix. Donc de nouveau, là je pense que vraiment la politique de concurrence va dans le sens de notre politique, puisqu'elle permet d'atteindre les mêmes résultats à un coût moindre. C'est quand même sa logique. Je vais sortir de l'électricité pour donner un exemple et parler de l'industrie que connaissait bien Philippe Varin. Si on veut des voitures à 2 litres au 100 en Europe, ça veut dire que les industriels doivent modifier leur chaîne pour sortir des voitures à 2 litres au 100, ce qui est possible, hein, et ça sera essentiellement des plus petites voitures que celles qu'on conduit actuellement, parce que la physique est reine à un moment. Ça veut dire qu'on doit garantir le marché à ces gens-là, ce qui veut dire qu'une fois qu'ils les produiront, ils ne les auront pas produites pour rien, ce qui veut dire qu'à un moment, vous allez devoir supprimer arbitrairement une partie du choix du consommateur, parce que tant qu'il a le choix d'acheter 2 ou 6 et qu'il a les moyens d'acheter 6, eh bien, l'ex-entreprise de M. Varin peut faire faillite. Et donc, ça veut dire, et par ailleurs, ça veut dire qu'idéalement, il ne faut pas qu'elle soit fabriquée en dehors d'Europe, ou pas trop en dehors d'Europe, parce que sinon, on explose notre balance commerciale et on a perdu d'une main ce qu'on a gagné de l'autre. Voilà typiquement quelque chose dans lequel ne pas avoir de cadrage de long terme empêche de réaliser le plan, et avoir un cadrage de long terme revient à favoriser délibérément des acteurs donnés. Donc, ce n'est pas tout à fait concurrentiel au bout du bout. Est-ce que ce genre de choses aujourd'hui, l'Europe est capable de le faire, ou bien elle n'est pas capable de le faire parce qu'elle cherche 2 choses à la fois ?
Non, je pense. Alors, on parle vous parlez de plusieurs choses à la fois. Alors, une chose, par exemple, qui était ce dont il s'agissait il y a quelques minutes, c'était la question des signaux de prix sur le marché. Et là, on est tous bien d'accord. Si vous lisez la consultation publique qu'on a lancée au mois de juillet pour la réorganisation du marché, on est bien d'accord qu'il y a un problème de signal de prix dans le marché. Je crois qu'il n'y a personne qui nie le fait que pour le moment, il y a un problème. Mais c'est un problème de dysfonctionnement du marché parce que le marché n'était pas suffisamment adapté, notamment à l'introduction de renouvelables. C'est aussi dû au prix du carbone trop bas. Et on est en train de corriger ça pour le moment, puisqu'on a mis des propositions sur la table pour corriger ce système. Donc on a retiré du marché une partie des droits d'émettre. Et dans la période suivante, on va avoir une décroissance des permis mis sur le marché qui va être beaucoup plus rapide que dans la période précédente. Donc ça va conduire à faire monter les prix. J'avais pris délibérément un exemple hors électricité. Alors pour les voitures électriques, on est Non, pas les voitures électriques, des voitures qui consomment peu. Là, c'était juste la question des voitures qui consomment peu, par exemple. Si on veut mettre en place une Europe dans laquelle l'essentiel des voitures qui roulent consomment beaucoup moins qu'aujourd'hui, même en restant thermique, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a les moyens de faire en sorte que les acteurs anticipent ce genre de choses et le fassent pour de vrai? Je vous laisse réfléchir à la réponse que vous allez donner. Mais il y a une différence entre le secteur automobile et le secteur énergétique. C'est que la question du CO2 n'est pas traitée de la même manière. Dans le secteur automobile, c'est traité par des taxes, directives. Et la réglementation. Et la réglementation, puisqu'on passe de 120 grammes de CO2 pour la moyenne de la flotte au kilomètre, on descend à 95 grammes à l'horizon de 2020. Et l'Europe réfléchit sur la suite pour donner de la visibilité. Et pour une industrie qui produit des modèles à chaque fois, a besoin de 5 ans pour développer un modèle, etc., il y a un accompagnement qui se fait. Donc la lisibilité, elle est là. Et l'Europe peut renforcer, c'est son rôle. Nous n'avons pas ça dans le secteur, on n'a pas ça sur le CO2, on n'a pas cette visibilité, et on n'a pas non plus le dispositif des contrats à long terme que j'évoquais. D'accord, donc si je comprends bien, dans le secteur automobile, par exemple... complètement différent. Oui, mais c'est aussi de l'énergie. Dans le secteur automobile... Il faut réagir quand même. Vous faisiez dans votre question une erreur. L'Europe se moque de savoir où sont construites les voitures à 2 litres au 100. Je suis désolé de vous le dire. Oui. Non, mais il faut quand même le dire. Il n'y a pas de politique industrielle en Europe. Il n'y en a pas du tout. C'était ma question. Non, mais pourquoi? Il y a une politique du consommateur depuis 30 ans, oui, qui est l'alpha et l'oméga de toutes les réponses que vient de faire Anne Hotman, qui conduit à des politiques de concurrence. Il y a une politique écologique. C'est tout. C'est ça les deux drivers de l'Europe depuis 30 ans. Donc l'Europe met des normes. Où seront construites les voitures à 2 litres au 100 ? C'est un autre sujet. Voilà. Alors après, aux acteurs économiques de tenir compte du cadre que donne l'Europe. Et d'où toutes des questions sous-jacentes sur la politique de concurrence. Mais c'est ça la réalité des choix que nous faisons au niveau de l'Europe. Oui, parce qu'il y a notamment, on ne peut pas avoir une politique industrielle au niveau européen alors qu'on n'a pas de budget. Là. Déjà, pour commencer, une politique industrielle, ça se fait avec de gros budgets. Le budget européen, c'est même pas 1% Et pour ça, il faut 28 États membres à l'unanimité pour être d'accord de mettre de l'argent dans des vrais projets industriels. Et on n'est pas encore là. Mais ce n'est pas la faute de la Commission. Hein. Mais ce n'était pas une question sur la faute. C'était une question sur les compétences et sur est-ce que c'est possible. Je ne dis pas ça pour me défendre. Je dis simplement qu'il faut 28 États membres qui soient d'accord et qui soient d'accord d'une direction. Parce que les Français sont peut-être intéressés par certains projets. Et puis d'autres pays par d'autres. Donc c'est pas facile. D'accord. J'aurais dû effectivement préciser que c'est une question française dans la mesure où les Français aiment bien les politiques intégrées. Donc ils aiment bien les politiques qui sont... Voilà. Voilà. On parlait du marché. Alors justement, une question sur le marché. Tous les gens ici qui sont cotés savent que prévoir un prix, c'est quand même compliqué. Question, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à piloter le prix du CO2 en agissant juste sur les quantités ? Non. Alors, c'est sûr que en matière de prix du CO2, on a le choix entre la taxe dont le prix est prévisible, mais tout le monde sait qu'en Europe, il faut l'unanimité. On a eu une proposition sur la table, je crois, en 2011,
de taxation des produits énergétiques. Enfin, il y a déjà une directive sur la taxation des produits énergétiques qui date de 2003, mais on a proposé de la réviser pour lui donner un sens, justement, en ayant une taxe qui, sans augmenter le volume global, et une partie CO2 et une partie contenu énergétique. Et cette année-ci, on a décidé de retirer la proposition parce que c'est impossible d'avoir l'accord des États membres. Mais c'est vrai que la taxe a cet avantage d'être à un niveau prévisible. Alors, on a choisi le système d'échange de quotas, qui d'ailleurs ne s'applique qu'à une partie de l'économie, c'est 45% à peu près des émissions. La logique du système d'échange de quotas, c'est on est sûr d'arriver à notre objectif, ce qu'on n'est pas sûr avec une taxe, et on est sûr d'y arriver au moindre prix. Et d'une certaine façon, le système a très bien fonctionné de ce point de vue-là, parce que durant la crise, et à cause de la crise, le prix du CO2 a baissé, donc ça a aussi évité que les entreprises subissent deux fois les malheurs, une fois de la crise et une fois d'un prix du CO2 élevé. Donc quelque part, on n'avait pas besoin d'un prix du CO2 plus élevé pour atteindre nos objectifs de réduction de CO2. Ceci dit, comme toujours, quand on introduit un système comme ça, on a d'autres objectifs, c'est-à-dire qu'on voudrait que ce système serve aussi à orienter les investissements vers des investissements moins pollueurs, comme le CCS, Carbon Capture and Sequestration, comme les renouvelables, comme le nucléaire. Et de ce point de vue-là, effectivement, ça n'a pas marché. Donc, on est en train de réviser le système. Comme j'ai expliqué, on a pris des mesures à court terme pour retirer des quotas du marché. On a créé une réserve on a proposé une réserve de stabilité, mais il y a un accord maintenant en septembre. On vient d'avoir l'accord entre le Conseil et le Parlement sur notre proposition de créer une réserve de stabilité du marché, dont l'objectif est exactement ça, d'assurer une plus grande stabilité du prix du CO2 sur le long terme. J'ai vu que Patrick Pouyanné hochait la tête. Donc, Patrick Pouyanné, puis Jean-Bernard Lévy, un commentaire sur, de votre point de vue, pour garantir un prix minimal du CO2, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut lire, il y a un bon rapport qui vient de sortir. C'est le rapport de Pascal Canfin et de son collègue, où je pense que... Le collègue, c'est celui auquel je pense? Oui. J'ai plus son nom, excusez-moi, c'est pour ça que je sais qu'ils sont deux. Non, mais je pense qu'il est bon parce que... Non, il est clair que le mécanisme qu'on essaie de mettre en place va prendre du temps. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il ne faut pas accompagner le mécanisme de marché d'une espèce de... Alors Pascal Canfin propose un corridor ou d'un plancher. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas... Quel est Parce qu'on cherche de faire deux choses. On veut un signal prix. Il n'est pas évident qu'un échange de volume va vous donner le signal prix à long terme. Ce n'est pas écrit. Ça. Je veux dire, moi, je pense qu'on peut poser la question à des économistes chevronnés. Ce n'est pas écrit. Et on pourrait aussi imaginer un système dans lequel, quand le prix descend trop bas, à ce moment-là, on en retire un peu plus, quoi, pour essayer d'aller vers l'objectif qu'on a. C'est là qu'il y a une combinaison. Alors, je ne suis pas un expert. Alors, on m'explique que dès qu'on parle de corridor sur l'ETS, ça devient un truc, une taxe. C'est qu'il y a une taxe, donc il faut l'unanimité, donc on ne peut pas le faire. Donc là, on tombe dans les problèmes juridiques. Et en fait, c'est assez étonnant la réponse que vous faites, parce qu'en fait, on dit qu'il y a un objectif majeur, global. Le climat, c'est la priorité. On réunit 195 États, on immobilise tous les pays du monde. Et puis l'Europe dit, ah oui, mais il y a un problème, c'est que dans le traité, il est prévu quelque part que sur ça, c'est l'unanimité. Il y a quand même... C'est là qu'on a un problème de cohérence globale de tout ce qu'on fait, qu'on a du mal à expliquer à nos concitoyens de temps en temps. Pardon, mais je veux dire, sur la taxation du CO2, chaque État membre peut introduire une taxe sur le CO2. Oui, d'ailleurs, la France, maintenant, on a l'ETS, le CO2, et on a tout. D'ailleurs. Là, on est assez bon pour tout cumuler. Et on est assez bon. Donc, la question au niveau européen, c'est de l'harmonisation de cette taxe au niveau européen. Mais il est bien entendu qu'il y a déjà plusieurs États membres qui ont des taxes sur le CO2. L'Europe n'empêche pas de mettre des taxes sur le CO2. Et après, il reste la question de trouver le bon équilibre entre l'incitation à moins polluer pour la taxe et les taxes sur l'énergie qui sont quand même déjà très élevées. Il faut quand même, notre dernier rapport sur le prix de l'énergie, il faut que l'énergie reste abordable, montre que les taxes et les prélèvements, c'est déjà un tiers du prix de l'énergie pour les ménages et 25% pour les entreprises. Donc c'est déjà assez important dans le prix de l'énergie, les taxes CO2. Les taxes... Jean-Bernard Lévy, et la France est dans la moyenne, de ce point de vue-là, n'est pas très différente. Non, je crois que, moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la politique de suppression ou de gel des certificats est
va dans le bon sens. Elle est simplement beaucoup trop lente. On nous parle d'un rythme qui va un peu s'accélérer. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec... je crois qu'on passe de -1,6 à -2,2, quelque chose comme ça chaque année. Ce n'est pas un changement drastique. On parle de quelque chose qui va se mettre en place dans assez longtemps. Et quand on voit aujourd'hui le système, en tout cas le système électrique que je connais bien, qui de fait ne permet de faire des investissements que s'il y a des formules dont il faut reconnaître qu'elles sont artificielles, de prix garantis, de subventions sur les écarts entre les prix de marché, les prix de revient, etc. Voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on veut aller vers un marché, unique, on n'y est pas du tout, puisqu'on est en train d'additionner les règles qui permettent au marché, entre guillemets, de fonctionner un peu plus en cohérence, parce qu'il n'est vraiment pas du tout cohérent avec les objectifs de la politique de lutte contre le changement climatique. Donc je reconnais que les choses sont démocratiques, le Parlement... Alors je crois que maintenant on en est au stade où le Parlement a créé une commission pour faire un rapport qui va sortir au mois de mai prochain sur un sujet dont les chefs d'État et la commission sur lequel ils se sont mis d'accord début 2015. Le rapport va sortir donc en mai 2016. Ensuite, le Parlement va le voter. Ensuite, ça repassera. Donc, on nous parle de 3 ans minimum pour une législation européenne. Donc, voilà. Alors, vous dites à juste titre, en attendant, certains pays, la Grande-Bretagne, Philippe l'a rappelé, la Suède, à un niveau très élevé, peuvent mettre en place des taxations minimum du CO2. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite qu'aujourd'hui, il puisse y avoir un signal prix qui soit beaucoup plus rapide, qui permettent aux gens de réinvestir progressivement en fonction de données de marché et pas simplement avec des systèmes dans lesquels les seuls investissements qui se font, c'est ceux dans lesquels on garantit aux producteurs une rentabilité minimale. Donc on partage vos objectifs, mais on trouve que ça ne va pas assez vite. On partage les objectifs du gouvernement français, mais là c'est la même chose. La réforme de la CSPE, elle a été reportée. Elle aura lieu dès que possible, nous dit-on. Voilà. Oui, puis je voulais ajouter aussi qu'au niveau du prix du charbon, il y a d'autres facteurs qui jouent sur la baisse du prix du charbon. C'est la Chine qui a tout d'un coup baissé ses importations de charbon. C'est les États-Unis avec les gaz de schiste. Ça veut dire qu'il y a sur le marché énormément de charbon. Il y en a beaucoup trop par rapport à la demande. Donc les prix ont chuté. Et pour compenser ça, il faudrait... Ouais. Oui, juste un commentaire supplémentaire compte tenu du fait qu'on a déjà résolu un certain nombre de questions. Et voilà, un problème supplémentaire. Moi, ce qui me frappe, vous l'avez dit vous-même, on a un enjeu colossal dans tout le secteur de la construction, les bâtiments, etc. Or, ce que j'observe aujourd'hui sur le traitement de la question CO2 au niveau européen, c'est qu'on a d'une part le secteur ETS, sur lequel il y a des actions qui sont anticipées, mais qui ne représentent, comme vous l'avez dit vous-même, que moins de la moitié du total des émissions. Ensuite, on s'est dit, le secteur automobile, bon, ben là c'est facile, parce qu'on peut coller un cap à la flotte, etc., et par voiture, des pénalités. Et alors, la réglementation qui conduit à 95 grammes, implicitement, contient un coût du CO2 beaucoup plus élevé que ce qu'on a, mais beaucoup plus élevé. C'est un multiple très significatif. Et puis à côté de ça, nous avons le secteur de la construction, où il y a un enjeu énorme, mais comme on ne sait pas très bien comment l'attraper, il n'y a pas de signal. Vous voyez. Donc, en fait, je pense que dans les réglementations à venir, il faut arriver à rendre cohérent l'enjeu des différents secteurs avec, je dirais, le niveau de taxation CO2 qu'on met sur les épaules de ces secteurs. Aujourd'hui, c'est complètement erratique. Et juste un complément, donc vous y croyez qu'un pilotage par les quantités, ça va produire un prix sur le CO2 ? Pour le secteur ETS, je pense qu'il faut un pilotage par les quantités, parce que de toute façon, il faut réguler ce marché. Un marché, ça fonctionne dans des limites. Voilà, il faut. Et est-ce que ça va produire un prix ? Je pense que si ça ne produit pas le prix, et s'il y a des caps ou des systèmes de tunnels, il faut se donner... on a fait des essais, on a vu qu'il y avait des inconvénients avec ce prix CO2 très bas, mais il faut se prémunir contre des effets qui ne seraient pas anticipés. Donc il faut mettre quelque part un floor, oui. D'accord. Donc en gros, si on laisse juste le marché être piloté par les quantités, il n'y aura pas le floor, quoi. C'est en gros ce que vous êtes en train de dire. Peut-être, mais on est dans un domaine où on ne peut plus se permettre de faire des essais pendant des années.
Donc il faut se donner des garanties. Vous l'aurez peut-être pas parce que les industriels en Europe iront investir ailleurs. Parce que le vrai problème de fond aujourd'hui, c'est que quand on regarde ce que font la chimie européenne, aujourd'hui investit aux États-Unis. Et donc, on aura peut-être moins besoin de quotas que l'on dit pour des mauvaises raisons. Parce que ça renvoie après à la politique industrielle et l'emploi en Europe. Michael, would you like to make a final comment on what has been... Well, I'm absolutely convinced if you get the right quantity, of course you'll get the right price. But we just need to be very much more careful in how we specify the quantity. And the problem is exactly right. The economy didn't grow exactly as we thought. Therefore, there were too many permits in circulation. So we need some entity within Europe that controls the supply for permits in response to the demand so that the price is at the right level. But we should also say it is remarkable that we have a pan-European instrument like the ETS. It is fundamentally a good instrument. It is fundamentally in place. We just need to tweak it to give the right price to send the right investment signals. And I'm confident the Commission will get there in the end. Et donc la Commission, la fin, c'est pour quand? Pour le moment, on a déjà retiré 900 millions de tonnes de CO2 de permis du marché à court terme. Ça, c'est une mesure à court terme. Et puis, on a avancé le système de réserve. Donc, normalement, la réserve aurait dû entrer en vigueur en 2021. Elle va entrer en vigueur en 2019, ce qui est quand même dans pas longtemps. Non mais bon, les 900 millions, en fait, ils n'existent pas. Ils sont juste pas utilisés. Donc, on enlève quelque chose qui faisait zéro, en fait. Ouais. Et le reste, c'est que, pour être clair, le mécanique prévu aujourd'hui ne permettra pas à la Commission de retirer des volumes, des quotas, en fonction du prix. C'est un système régulé par encadré des volumes, point. Mais ce n'est pas parce que le signal prix tombe en dessous de 10, si l'économie va bien, que la Commission aura le droit de retirer des volumes. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. On est d'accord. L'heure ayant tourné, on va donc finir cette table ronde par là où on l'a commencé, c'est-à-dire le patron d'un groupe pétrolier qui appelle à ce qu'on monte le prix du CO2. Je vous propose de les remercier chaleureusement. Ils sont tous très occupés. Ils ont accepté de venir ici. Et bravo.